You never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. Vivre avec les VIH, c'est maintenant l'émission d'une heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, mais aussi pour parler des santé sexuelle et des préventions. Au micro, Cristina Rosati. Au sommaire cette semaine, nous parlerons d'addiction et des prisons, des réductions des risques et de la loi qui réglemente l'usage des drogues, qui le prochain 31 décembre fêtera les 50 ans depuis l'approbation. Nous le ferons avec le psychiatre Laurent Michel. Pour réagir à tout ce que vous entendez, vous pouvez nous appeler au 01 40 40 90 25 ou bien nous laisser un message sur notre site comitédesfamilles.net. Nous avons également un Twitter VIH Radio et notre page Facebook Comité des Familles. N'hésitez pas à nous contacter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi au téléphone Laurent Michel, psychiatre addictologue, directeur du Centre d'accompagnement et de prévention en addictologie Pierre Nicole. Vous faites aussi partie de la Fédération Addiction. Bonjour, déjà. Bonjour, oui. Enchanté. Et c'est un plaisir pour nous de vous recevoir, même si c'est au téléphone. Est-ce que vous voulez un peu compléter votre parcours professionnel, rajouter quelque chose que j'ai sûrement oublié? Alors, peut-être préciser que donc j'ai exercé en milieu pénitentiaire pendant 4 ans, où j'étais chef d'un service de psychiatrie et d'un centre de soins spécialisé aux toxicomanes, appellation de l'époque pour l'EXAPA, donc que dirige maintenant ici en milieu libre. Mais donc je dirigeais pendant 4 ans cette structure en prison. Et puis ensuite, j'ai été impliqué, je dirais aussi bien à travers des groupes de travail au niveau du ministère de la Santé qu'à travers une activité de recherche dans tout ce qui concernait l'accès aux soins et la réduction des risques en milieu pénitentiaire. Ouais. Et vous encore aujourd'hui, vous faites partie du projet Pride de l'INSERM. Alors je fais simultanément avec Marie-Geoffrey Roustide, qui est au CERMES 3, je fais partie je coordonne scientifiquement ce projet Pride sur l'évaluation et l'acceptabilité, des conditions de mise en œuvre et d'acceptabilité sociale des mesures de réduction des risques infectieux en prison en France. Et du coup, ce projet, il est vers sa fin. Vous pouvez déjà nous dire quelque chose de plus? Il y a des données qui sont sorties de ça? Alors, oui, donc en dire pour l'instant, on n'a pas encore fait les entretiens prévus dans la finalisation du projet, en rencontrant bien sûr des difficultés, vous vous en doutez, qui sont liées pour l'instant, je dirais, à la crise Covid, puisque toutes les activités qui étaient programmées ont été suspendues à ce titre-là, mais aussi d'autres difficultés qui sont plus générales et qui sont liées à la réticence de l'administration pénitentiaire centrale de laisser se mettre en œuvre des mesures de réduction des risques infectieux complètes, c'est-à-dire suivant les recommandations de l'OMS et des Nations Unies, ces 15 mesures qui ont été préconisées dans l'ensemble des établissements pénitentiaires. Comme par exemple, pour le dire concrètement, ils refusent le programme d'échange des seringues, parce que c'est un peu la bataille, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc ça, il y a eu un point d'arrêt sur ce dispositif, en sachant qu'évidemment c'est le plus emblématique, mais c'est une des mesures parmi d'autres, même si elle effraie, elle est pourtant l'une des plus simples, sans doute théoriquement à mettre en œuvre, puisqu'elle est mise en œuvre dans un certain nombre d'autres pays sans difficulté particulière. Oui, c'est un point qui a fait l'objet d'une interdiction de la part de l'administration pénitentiaire, à l'argument que donc il fallait se conformer aux
décret d'application de la loi de santé qui prévoyait une équivalence des mesures de réduction des risques en prison, et décret d'application qui n'a pas, jusqu'à présent, qui n'a pas vu le jour. Ceci dit, en mettant ça comme préalable, je dirais que l'administration pénitentiaire a mis le statut de recherche, et donc le statut expérimental de ce projet qui, normalement, ne devrait pas avoir à se conformer à une circulaire ou à un décret d'application d'une loi, puisque par définition, c'est expérimental. Oui, disons que du coup, ils avaient, entre guillemets, déjà accepté en participant à ce projet de vous laisser faire, en fait. C'est que le projet devait mettre en œuvre et là, sur les terrains, ils l'ont refusé. C'est ça, c'est-à-dire que dans un contexte particulier qui est celui de la campagne électorale présidentielle à l'époque et d'une montée au créneau des syndicats de surveillants, l'administration pénitentiaire est revenue sur les engagements qui avaient été pris, qui avaient été écrits, puisqu'il y avait une convention qui avait été mise en place avec l'administration pénitentiaire et qui n'ont pas permis donc de développer cette mesure, entre autres. Et eux, ils ont fait, disons, appel à une loi. Vous parlez de cette loi et on profite aujourd'hui d'en parler parce que cette année, le 31 décembre, ça sera 50 ans de cette loi. Déjà, une chose qui paraît absolument remarquable, une loi qui a été approuvée le 31 décembre, c'est un peu bizarre aussi. C'est-à-dire, est-ce que c'était une loi qui posait des soucis déjà à l'époque? Non, moi, je me référais à la loi de santé qui date de 2016 et qui a été mise en application en 2017, oui, si je ne me trompe pas, mais qui bien sûr se réfère, bien sûr se réfère directement à la loi de 70, puisque c'est ça qui conditionne le développement des mesures visant l'usage de drogue et visant les mesures qui y sont associées. Oui, des bases, en fait, c'est ça que je veux dire, que même s'il y a eu des lois suivantes et des décrets d'application jamais appliqués, jamais faits, il y a quand même cette loi qui est quand même très datée. 50 ans d'histoire. Alors ça, c'est autre chose. C'est quelque chose de plus général qui concerne la loi de 1970, qui bien sûr a été édité dans un contexte différent de celui actuel et qui n'est plus adapté sur de nombreuses choses de mon point de vue. Donc normalement la loi de santé telle qu'elle avait été votée, donc il y a quelques années, était censée permettre justement une ouverture par rapport à ça. Et on voit bien que l'empreinte de la manière dont la prise en charge de l'usage de drogue est considérée en France et ce que ça a donné dans la suite, puisque c'est ça qui reste la référence, reste bloquant pour un certain nombre de mesures. Pour dire les choses, je dirais que il est compliqué, bien entendu, et ça on peut l'entendre pour de nombreuses administrations centrales, d'accepter le principe d'accompagner, de prévenir les risques associés à l'usage de drogues illicites en prison, alors même que en milieu libre, l'usage simple de drogue peut faire l'objet d'une peine d'emprisonnement. Donc il y a un paradoxe apparent qui fait que les choses sont bien sûr encore plus sensibles en prison, mais paradoxe apparent qui est également présent en milieu libre, puisque la loi 70 s'applique évidemment d'abord et avant tout en milieu libre et pénalise l'usage simple de drogue et donc toutes les mesures de réduction des risques qui visent à accompagner et à réduire les risques associés à l'usage de drogue sont de ce fait un paradoxe. Oui, oui. Parce que aussi, si on réfléchit sur ce qui se passe en dehors, les politiques en général souvent ciblent les consommateurs pour, disons, lutter contre le trafic. Et du coup, peut-être déjà à la base, c'est une mauvaise point de départ. Alors la loi, elle vise usage aussi bien que trafic. Et quand vous regardez les mesures, les procédures judiciaires qui sont engagées concernant l'usage l'infraction à l'utilisation des stupéfiants,
ça concerne majoritairement des usagers simples, hein, et pas les trafiquants. Donc Exactement. Je dirais que si l'application de la loi se limitait aux trafiquants, il y aurait bien entendu beaucoup moins de procédures et beaucoup moins de condamnations prononcées. Mais pour revenir aussi en milieu pénitentiaire, bien sûr, il y a ce paradoxe que c'est très évident, que vous avez bien mis en évidence, mais il y a aussi sûrement des problèmes plus internes liés au fonctionnement des instituts pénitentiaires. Des fois, il y a des blocages de la part de l'administration centrale, mais j'imagine que sur le terrain, vous avez, avec le projet Pride, vous avez eu sûrement pu échanger avec les gardiens, et les choses sur le terrain sont différentes quand même, j'imagine. Alors, sur le terrain, ça c'est un autre paradoxe, c'est que l'accueil a plutôt été bon de manière générale, puisqu'il y a eu une période de faisabilité qui a été initiée préalablement pour évaluer dans quelle mesure on pouvait travailler et quel partenariat on pouvait mettre en place. Et il est apparu que les administrations locales pénitentiaires et les surveillants de manière générale, je ne parle pas des syndicats, ça c'est une autre problématique, parce que les syndicats sont finalement en définitive assimilables à une administration centrale. Enfin, j'exagère, mais c'est-à-dire qu'il y a une prise de décision qui se fait au niveau central, qui, de mon point de vue en tout cas, est déconnecté d'un certain nombre de réalités de terrain dont ont conscience les surveillants, et qui n'ont pas à aucun moment développé d'hostilité au niveau local pour ce projet. Et on a eu un soutien qui était d'une grande intelligence de la part des directions des établissements. Et pour revenir au projet Pride, vous pensez que ça pourra donner quand même des résultats si, disons, passer la crise Covid, même avec tous ces blocages, toutes les choses que vous n'avez pas pu faire, vous pensez que quand même ça fait avancer un peu? Bah oui, alors ça, j'espère bien. Évidemment, le déploiement des mesures telles qu'on le souhaitait n'a pas pu être intégralement mis en œuvre. Un certain nombre de choses ont été faites, et surtout, on a pu travailler sur la perception et l'acceptabilité d'un certain nombre de mesures et du contexte auprès aussi bien des détenus que des personnels pénitentiaires et sanitaires. Maintenant, le constat est aussi que, d'une part, le travail de recherche en milieu pénitentiaire est complexe, compliqué, se heurte à des difficultés qui sont, je dirais, plus importantes qu'en milieu libre, hein, et que même si les professionnels, de quelque bord qu'ils soient, ont la volonté de permettre que des prises en charge de qualité se développent, il reste un certain nombre de difficultés qui sont présentes et aussi, si vous voulez, nous permettre de développer quelles pourraient être les conditions, de projeter quelles pourraient être les conditions pour que l'acceptabilité soit optimisée pour la mise en œuvre de l'ensemble de ces mesures. Je pense que les choses... il y a un débat maintenant qui évolue depuis un certain temps sur cette mise à niveau des mesures de réduction des risques, sur la manière de considérer la santé des détenus, considérer la prévention chez les détenus, et que des initiatives pas toujours officielles ont été développées en milieu pénitentiaire qui vont dans ce sens-là. Donc il y a des choses qui se mettent en place et des évolutions d'idées par rapport à ça. Je dirais qu'un des obstacles quand même qui ne peut pas être négligé, je sais qu'il est souvent évoqué et qui peut paraître décourageant, mais c'est la question des moyens. Les équipes sanitaires en milieu pénitentiaire sont confrontées à des tâches multiples et variées, importantes, parfois urgentes, parfois prioritaires, qui font que, au regard des moyens disponibles, il y a une priorisation des tâches qui est à faire et qui peut laisser tout ce qui est réduction des risques au second plan. D'où, je dirais, l'intérêt et l'importance de favoriser la présence de partenaires extérieurs
en milieu pénitentiaire. Donc, comme vous le savez sans doute, le ministère de la Santé a développé l'intervention de ce qu'on appelle les XAPA référents. Ils sont des intervenants de XAPAs extérieurs en milieu pénitentiaire pour favoriser l'articulation dedans-dehors et la continuité des soins à l'entrée et à la sortie de prison. Donc ça, c'est une mesure qui est très importante et qui permet d'améliorer la continuité des soins et des prises en charge. Je pense que de la même manière, il pourrait être judicieux de penser à la question des carus de référence, c'est-à-dire de professionnels de la réduction des risques qui assurent une mission portant sur la réduction des risques en milieu pénitentiaire. Les intervenants sanitaires en milieu pénitentiaire sont des professionnels qui n'ont pas la possibilité de développer toutes les compétences et toutes les spécificités qui sont requises pour un certain nombre de tâches bien particulières. La réduction des risques, c'est pas quelque chose qui s'invente et qui nécessite une formation spécifique, une bonne connaissance des pratiques d'usage, une bonne connaissance du matériel mis à la disposition des usagers et de la condition optimale de leur mise en œuvre. Tout ça, c'est des éléments qui ne sont pas enseignés, je dirais, dans la formation aussi bien des médecins, des infirmiers, des infirmières, que des autres professionnels qui interviennent et qui nécessitent des formations complémentaires et sans doute l'intervention de partenaires extérieurs. Oui, et vous avez sûrement constaté la difficulté qu'ils ont les associations pour rentrer dans les instituts pénitentiaires et essayer de faire des trades en prison, par exemple, pour faciliter aussi la prévention des infections comme les VIH, les hépatites au milieu pénitentiaire. Alors, la question des TROD, donc je pense que il faudrait interviewer des professionnels, des équipes sanitaires qui interviennent en prison, mais la position des professionnels en prison est que le plus souvent, obligatoirement, il y a on appelle un entretien d'accueil arrivant qui fait que l'équipe sanitaire rencontre tous les détenus entrants et qui est une opportunité de faire un dépistage systématique des affections virales et tous les troubles qui peuvent être constatés de manière plus fréquente chez les détenus entrants, et qui fait que beaucoup supposent que le dépistage classique est tout à fait possible et que c'est sans doute une disponibilité des professionnels qui est nécessaire. Donc il y a quelques cas particuliers sans doute qui justifient qu'on développe des TROD, notamment ceux qui ont un patrimoine veineux qui est épuisé par des pratiques d'injection ou autres, et auquel cas c'est une bonne indication. Alors les TROD pourraient aussi avoir un intérêt très certainement lors du renouvellement de dépistage ou de campagnes de dépistage au cours de la détention. Tout à fait, c'est absolument ça, parce que c'est insuffisant, parce qu'on sait très bien que le milieu pénitentiaire, c'est un milieu à haut risque pour la transmission des tétans. C'est un milieu à haut risque. On sait que la prévalence de l'hépatite C et du VIH sont plus élevées dans la population générale, que certaines pratiques à risque, même si elles sont moins fréquentes qu'à l'extérieur, sont faites en prenant beaucoup plus de risques. Et donc c'est effectivement un endroit privilégié pour faire le dépistage et renouveler le dépistage, surtout pour des personnes qui très souvent n'ont eu que très peu d'accès aux soins avant l'incarcération. Ceci dit, les professionnels disent également que renouveler le dépistage est possible, c'est une question de moyens, mais que le TROD n'apporte pas toujours forcément que le dépistage classique peut être fait aussi bien que des TROD en prison. Donc c'est là, je pense, ce qui n'est pas forcément une réticence des professionnels en milieu pénitentiaire. Il faut comprendre aussi que le TROD, en apparence, est un test rapide, nécessite quand même le temps d'attente pour la restitution du résultat, toute une procédure pour le déroulement du prélèvement et du prélèvement du moins de la piqûre au bout du doigt, etc. Qui peut être
parfois tout aussi compliqué et long pour les professionnels que la prise de sang classique. Donc, je crois qu'il faut entendre que le point de vue des professionnels n'est pas juste une réticence asynchrone, mais simplement un point de vue pragmatique. Il est supposé qu'avec une fiabilité normalement supérieure, on peut faire des dépistages classiques. Il reste un certain nombre de situations sans doute où le TROD peut avoir son indication, ça certainement pour un certain nombre de détenus, pour un certain nombre de campagnes de dépistage. Oui, ça peut être un plus. Ça pourrait être un plus, c'est-à-dire que c'est un élément complémentaire. Oui. C'est pas la panacée, mais c'est un élément complémentaire, ce qui est très différent, je dirais, de la situation en milieu extérieur. Dans une structure comme la mienne, un dépistage classique, ça veut dire faire une ordonnance, envoyer le patient dans un laboratoire, attendre le résultat, communiquer ce résultat au patient, faire une charge virale par exemple, si jamais le test est positif, etc. Donc c'est une procédure qui est finalement, chaque étape est un obstacle pour les personnes qui très souvent ne souhaitent pas aller en labo, ont des grosses difficultés à faire des démarches en dehors de la structure proprement dite. Et donc là, le TROD, évidemment, est un bénéfice considérable. En prison, c'est un petit peu différent, puisque la personne est sur place. Il y a des visites codifiées au moins à l'entrée et qui mériteraient d'être renouvelées. Et ça, c'est une question sans doute de moyens, bien sûr, du côté des professionnels pénitentiaires. Mais le contexte est un petit peu différent, ce qui explique aussi que les unités sanitaires ont une position un peu différente, ce qui n'est pas juste une position de principe, mais une position pragmatique aussi. Et pour revenir du coup au sujet aussi de l'émission, les addictions, on a vu les obstacles au milieu pénitentiaire, les paradoxes, mais il y aurait aussi des idées reçues en fait sur les addictions en soi, à votre avis? Oh bah oui, mais ça, alors les idées reçues, elles sont présentes aussi bien en prison que dans la population générale. Donc ça, c'est évidemment une chose à laquelle qu'on est amené à gérer et qui explique un certain nombre de contre-attitudes sur l'usage de drogue, ça c'est certain. Et lesquelles peuvent être ces idées reçues? Alors, pour le milieu particulier qui est la prison, alors une des inquiétudes des personnels pénitentiaires est par exemple, alors si on parle des programmes d'échange de seringues, que les seringues soient utilisées comme armes dans des conflits, dans des bagarres ou dans ce qu'on peut imaginer. Oui. Alors là-dessus, il faut noter qu'il n'y a aucun relevé d'agression liée à des seringues chez des usagers qui en ont eu à disposition dans les pays où c'est accessible. Et je veux dire, quand on voit ce qu'est une seringue distribuée pour les pratiques d'injection, d'usage de drogue, évidemment, on comprend très vite que ça ne peut pas être utilisé comme une arme. C'est une seringue très très fine, une aiguille très fine qui peut difficilement être utilisée comme une arme, même si elle est soi-disant souillée, il y a très peu de risques qu'il y ait un incident par rapport à ça. Et donc ça, il n'y a aucun incident qui a été noté par ailleurs. Donc ça, je dirais que c'est plutôt de l'ordre du chiffon rouge qu'on agite, plus qu'autre chose. Il y a d'autres craintes qui concernent l'utilisation détournée d'eau de javel pour des agressions, pour leur ingestion. Donc vous savez qu'il y a une distribution planifiée par l'administration pénitentiaire depuis 1996 d'eau de javel avec un dosage et une concentration bien spécifique destinée à permettre justement la stérilisation du matériel d'injection en cellule, mais qui est pas toujours... normalement, c'est une distribution d'un flacon tous les 15 jours à chaque détenu pour permettre justement ces stérilisations. Et c'est quelque chose qui a du mal à être adopté, avec des inquiétudes de la part des personnels pénitentiaires sur le fait que ce soit utilisé comme sur projection vis-à-vis de personnel pénitentiaire ou d'autres détenus, ou aussi comme ingestion. Et donc il y a des représentations assez claires par rapport à l'ensemble de ces éléments.
Et nous, dans le milieu du VIH, on connaît très bien l'importance disons, de l'implication des patients ressources dans un parcours de soins. Comment vous voyez l'implication des usagers des drogues dans un parcours de soins liés aux addictions? Alors, en milieu pénitentiaire, c'est des choses qui sont bien entendu possibles. Il y a un obstacle majeur néanmoins, c'est la durée de séjour en milieu pénitentiaire. C'est qu'en général, pour pouvoir faire intervenir des usagers eux-mêmes comme pairs, si on parle de détenus, comme pairs en milieu pénitentiaire, ça nécessite évidemment que ces personnes soient identifiées, ces personnes ressources, qu'elles soient formées. Il y a aussi le milieu pénitentiaire est un milieu compliqué, il ne faut pas qu'il y ait de dévoiement de cette mission de privilégié qui peut être confiée à des détenus, d'être l'intermédiaire avec d'autres détenus. Et donc il y a une formation et très souvent, il ne faut pas oublier qu'en maison d'arrêt, la durée moyenne de séjour est de 4 mois. Donc le temps de formation et d'identification de ces personnes peut évidemment, une fois qu'elles sont formées, laisser peu de temps à une tâche effective en prison. C'est un peu différent dans les prisons pour peine, bien sûr, où là les détenus sont censés être maintenus plus longtemps, donc ce recours est possible. Des différents établissements en ont fait l'expérience et ont développé des choses qui fonctionnent bien à ce niveau-là. Et ça, c'est l'expérience, bien sûr, en milieu libre aussi, qui se développe largement, même si la France n'est pas forcément l'un des pays les plus en avance par rapport à ça, mais ça fonctionne bien. Après, l'intervention de pairs extérieurs en prison est aussi quelque chose de possible. Un des premiers obstacles, je dirais, est le fait que pour les usagers de drogue illicite, il y en a quand même un certain nombre qui ont fait l'objet de poursuites judiciaires à un moment ou à un autre, pour le seul fait d'un usage simple et qui peuvent avoir un casier, et auquel cas leur entrée en prison est évidemment compromise. Donc ça, c'est un obstacle, puisqu'il faut normalement montrer patte blanche pour pouvoir prétendre à intervenir, être intervenant en milieu pénitentiaire. Donc ça, c'est un obstacle. Mais au-delà de ça, il faut noter quand même qu'il y a des interventions de pairs via Aide à Sud, qui sont des associations d'autosupport en milieu pénitentiaire, et que c'est des choses qui se font déjà avec succès et intérêt. Donc ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles et qui doivent être développées, parce que c'est le support communautaire pour ce genre d'intervention. Quand l'ensemble des moyens ne sont pas disponibles et mis à la disposition des professionnels officiels, qui sont les professionnels sanitaires ou socio-éducatifs, bien sûr reposer, comme dans beaucoup de pays, sur l'intervention des pairs. Oui. Et pour finir, vous êtes directeur du centre d'accompagnement Pierre-Nicole, et vous pouvez nous expliquer un peu comment il fonctionne votre centre de prévention en addictologie? Alors, donc, c'est un CSAPA, donc Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, c'est-à-dire que c'est les structures médico-sociales qui sont implantées dans la communauté pour la prise en charge des personnes qui présentent des conduites addictives, avec différentes missions sous la houlette des agences régionales de santé, qui sont le plus souvent associatives, mais aussi adossées au système hospitalier, et qui permettent de fournir des soins soit strictement ambulatoires, soit avec hébergement, pour les personnes qui souffrent de conduite addictive, quelles qu'elles soient. Donc, de manière globale, il faut comprendre que l'ensemble des soins est gratuit. On ne demande ni carte vitale, ni pièce d'identité. Les soins peuvent même être anonymes. Ça, c'est un bénéfice de la loi de 70, la possibilité de prodiguer des soins concernant l'anonymat. Cet anonymat, à l'époque, était prévu par la loi de 70, une manière de garantir aux usagers qui ne pourraient pas être poursuivis s'ils se présentaient dans un CSAPA en raison de leur pratique d'usage. Actuellement, c'est plus vraiment, bien sûr, cet objectif quand l'anonymat est demandé qui est recherché,
c'est plutôt une question de notoriété. C'est-à-dire que des gens qui sont connus pour une raison, qui pensent être connus et qui ne souhaitent pas que leur nom apparaisse dans un fichier. Donc on respecte bien entendu cette volonté, ce qui pose parfois problème quand il y a des prescriptions à faire et des démarches officielles à faire. Mais donc comment on fonctionne en pratique? Alors, si je vous donne l'exemple du centre Pierre-Nicole, notre file active, c'est-à-dire l'ensemble des personnes vues au moins une fois dans l'année, et de 2000 personnes par an approximativement, c'est un petit peu au-dessus. On dispose aussi de possibilités d'hébergement dans différents dispositifs, que ce soit des appartements thérapeutiques, un centre thérapeutique résidentiel auparavant appelé post-cure, des chambres d'hôtel pour les plus précaires et les sortants de prison. Donc un certain nombre de dispositifs qui s'articulent entre eux. Et donc le plus souvent, les usagers nous contactent après avoir consulté le site internet et prennent contact directement avec le secrétariat pour prendre un rendez-vous. Donc d'eux-mêmes, ils prennent contact d'eux-mêmes. Un certain nombre sont orientés par des professionnels de soins, donc d'autres que SAPA, des médecins, des structures hospitalières, mais aussi des professionnels judiciaires, donc des conseillers d'insertion et de probation, des personnes qui sont dans ce cas-là en obligation de soins, sortantes de prison, enfin il y a différents dispositifs. Mm-hmm. Et donc on peut proposer une prise en charge multidisciplinaire, bien sûr c'est l'intérêt, puisque je dirais que pour schématiser un peu rapidement les choses, il faut considérer que les conduites addictives, quelles qu'elles soient, concernent une partie importante de la population, que ce soit le tabagisme, l'alcool, les drogues illicites. Une grande partie de la population, dès qu'elle sent qu'elle a des consommations qui deviennent excessives ou qui ont un impact, autorégule leur consommation, l'arrête ou la réduisent d'eux-mêmes, sans intervention extérieure. Ceux qui ont plus de mal, en général, vont voir leur médecin traitant et à travers ce qu'on appelle une intervention brève, très souvent, ils arrivent à retourner à une régulation de leur consommation et à mettre à distance ou en tout cas éviter d'avoir des conséquences de leur consommation. Reste ensuite toute une population qui a des conduites addictives plus sévères et qui a recours aux dispositifs spécialisés, auquel cas donc ce sont les XAPA ou certaines structures hospitalières. Mais il faut bien entendre qu'en général, ce sont des personnes qui ont très souvent des troubles psychiatriques associés, ce qu'on appelle des comorbidités psychiatriques, c'est-à-dire en plus de leurs conduites addictives, ils ont des troubles anxieux, dépressifs, parfois des troubles plus sévères, qui conditionnent et rendent difficile une prise de distance avec les produits et qui nécessitent, dans ce cas-là, une évaluation et une prise en charge multidisciplinaire, c'est-à-dire qui prend en compte l'ensemble de leurs besoins et qui se gère au long cours. C'est-à-dire qu'en général, c'est pas des interventions uniques qui suffisent, bien entendu, c'est souvent sur plusieurs mois, voire plusieurs années, qu'on doit accompagner ces personnes pour qu'elles émergent des problématiques qui sont néfastes pour leur santé et leur vie sociale et leur permettent de retrouver une autonomie par rapport à ça. Donc on propose un certain nombre de prises en charge avec des infirmières, des médecins, addictologues, psychiatres ou non, des travailleurs des sociaux, donc éducateurs spécialisés, assistantes sociales, psychologues, un ensemble d'interventions qu'on adapte, je dirais. Ça, c'est encore la chance qu'on a en France, c'est de pouvoir faire un travail individualisé, répondant aux besoins individuels de chaque usager dans leur prise en charge. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le temps que vous avez pu nous dédier ce matin. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter, qu'on a oublié de dire éventuellement? Non, écoutez, je pense que tout ce qui concerne la réduction des risques en prison est en retard en France et est en devenir. Donc, je dirais qu'il y a quelques outils de réduction des risques en France, mais il n'y a pas de réelle politique de réduction des risques. Et c'est ça la plus grosse difficulté. On est loin des standards recommandés par l'OMS et les Nations Unies, et je pense qu'il faut qu'en France on se ressaisisse à ce niveau-là et qu'on mette en œuvre une vraie politique globale de soins en prison, incluant une politique de réduction des risques.
Et c'est le moment des annonces du cœur. Les annonces du cœur, vous les trouverez sur notre site comitedefamille.net à l'anglais annonce avec un petit cœur. C'est très facile de s'enregistrer si vous avez un compte Google, un compte Facebook, Twitter, vous pouvez le faire très facilement. Sinon, vous aurez besoin d'une adresse mail valable. Si vous n'avez même pas une adresse mail, mais vous souhaitez quand même vous enregistrer, on peut le faire pour vous. Du coup, je vous conseille de contacter les 01 40 40 90 25. Vous demandez de Christina, je vais vous aider à vous enregistrer ou bien je peux le faire pour vous. Une fois que vous êtes enregistré, vous pouvez contacter les personnes qui sont sur les sites, lire les messages, échanger et bien sûr publier votre petite annonce. Aujourd'hui, je vais vous en lire quelques-uns. Je commence par Line. Je suis Line, une jeune femme de 36 ans, séropositive, camerounaise. Je vis à Yaoundé. Je recherche un homme séropositif âgé de 40 à 55 ans, d'origine africaine ou européenne pour une relation sérieuse. Toi, bel homme qui me lit en ce moment, j'attends de te lire. Salut, jeune camerounaise de 32 ans à la recherche de sa moitié. Merci de m'écrire, merci beaucoup, j'ai besoin d'une dernière chance. Bonjour à tous, moi c'est Dido, je suis un jeune Togolais de 28 ans. J'aimerais passer par ce canal pour trouver une femme qui vive avec le VIH dans n'importe quel pays, sans distinction de couleur, de religion ni d'âge. Je suis ouvert, simple, discret et j'aimerais plus tard construire un foyer et vivre heureux. Vous pouvez me joindre par mail. Dire que je recherche l'amour serait utopique. Est-ce que ça existe même? Je souhaite échanger amicalement avec des célibataires sérieux, si plus affinité à avoir au fil des échanges. Je suis d'origine camerounaise, résidente en Île-de-France. J'ai 36 ans et 2 enfants, femme active et pas trop capricieuse. Si tu veux me contacter, n'hésite pas.
Et je termine par un dernier message. Célibataire de 37 ans, originaire du Cameroun et séropositif depuis 2016, indétectable à la recherche d'une femme âgée entre 25 et 40 ans, sincère, fidèle en amour, qui pourra me redonner le sourire et la joie de vivre. Voici mon adresse mail, au plaisir de vous lire. Je ne vous ai pas donné les contacts de toutes ces personnes, ils sont sur notre site internet. Du coup, je vous invite à y aller et vous trouverez aussi beaucoup d'autres annonces parce que je n'ai pas le temps de tout lire pendant cette émission. Du coup, je vous laisse le faire directement sur comitédesfamilles.net. Et maintenant, c'est le moment des infos de la semaine. Je laisse la parole à notre Sarah. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Organisation mondiale de la santé qui apporte une mise à jour sur son tableau de bord des services de dépistage du VIH avec l'aide de l'ONU-SIDA. Des programmes et des enquêtes sont menés auprès des populations pour récolter des données. Ces données sont ensuite sélectionnées par des responsables du ministère de la Santé, des partenaires de recherche ainsi que des donateurs. Ce tableau de bord qui est interactif fournit aux utilisateurs diverses informations sur le dépistage du VIH dans différents pays. On peut trouver dessus le nombre de personnes testées positives au VIH ou encore celui des personnes qui font pour la première fois un dépistage du VIH. Ces données sont sous forme de graphiques ou encore de tableaux catégorisés par critères sociaux comme l'âge, le sexe ou autres. Cheryl Johnson, qui est fonctionnaire technique chez l'OMS, explique qu'avec de telles données disponibles, les programmes peuvent mettre en place les lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé afin d'atteindre les personnes vivant avec le VIH en vue d'obtenir des services de dépistage du VIH efficaces et performants. Ce tableau de bord est très utile pour les pays qui veulent développer de meilleurs services de tests de dépistage du VIH en fonction de leur situation. Geoffrey Tassi, qui travaille au ministère de la Santé de l'Ouganda, a dit « Nous utilisons des données pour intensifier nos efforts afin d'atteindre les personnes vivant avec le VIH qui ne connaissent pas encore leur statut. Ces informations nous servent également à faciliter le renvoi vers les soins en priorisant et en différenciant le dépistage en vue d'atteindre les régions et les populations défavorisées de l'Ouganda. » Le tableau de bord est un outil pratique facilitant la prise de décision fondée qui fait avancer notre stratégie nationale. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur ces données, elles sont accessibles sur le site de l'OMS. Avant l'annonce du reconfinement, le journal officiel publie un nouveau décret du gouvernement. Il déclare réduire l'accès à la protection maladie des personnes étrangères pendant cette pandémie de coronavirus. Le gouvernement s'était déjà attaqué à la protection maladie des demandeurs d'asile au début de l'année. Il avait instauré un délai de carence qui rendait déjà difficiles les conditions d'accès à l'aide médicale d'État. La protection de la santé des étrangers devient alors de plus en plus restreinte. Cela signifie que les étrangers auront plus de démarches répétées et épuisantes alors qu'ils font déjà face à de nombreux obstacles, notamment pour accéder aux droits et aux soins. Le gouvernement élabore une politique de découragement conduisant à priver les étrangers de protection maladie. Cette politique peut poser problème quant au respect de la dignité humaine. L'Observatoire du droit à la santé des étrangers demande d'assurer l'accès et le maintien des droits à l'assurance maladie durant 12 mois pour les étrangers. Ils veulent aussi supprimer les obstacles pour la demande d'AME, comme l'obligation du dépôt en personne. La cirrhose et la Covid-19 est un duo qui ne fait pas bon ménage. Nous savons que le coronavirus est une menace pour tous, cependant, son impact sur les patients atteints de cirrhose est peu connu. Une étude américaine montre que la maladie alcoolique du foie et le carcinome hépatocellulaire sont associés à un risque de décès chez les patients atteints d'une maladie hépatique chronique et infectés par le SARS-CoV-2. D'ailleurs, la région lombarde est clairement touchée par ce problème depuis le début de l'année. Cette étude a concerné 50 patients de différents hôpitaux, cirrhotiques et infectés par le SARS-CoV-2. Les données cliniques et biochimiques liées à la Covid-19 ont été obtenues lors de l'hospitalisation et de la dernière consultation ambulatoire. D'après cette étude, l'âge moyen était de 67 ans avec 70% d'hommes,
L'étiologie virale B et C était retrouvée dans 38% des cas avec 52% de cirrhose compensée. Un diabète était présent chez 18 personnes et une hypertension artérielle chez 29 patients. Durant le diagnostic, 64% des patients ont présenté de la fièvre, 42% un essoufflement, 22% une encéphalopathie et 96% étaient hospitalisés ou ont prolongé leur hospitalisation. Une assistance respiratoire était obligatoire chez 71%, 52% ont reçu des antiviraux et 80% de l'héparine. La mortalité est alors plus élevée chez les personnes atteintes de maladies pulmonaires et hépatiques, ainsi qu'infectées par la Covid-19. 7600 sur 46 000 patients infectés par le SARS-CoV-2 sont décédés en Lombardie entre le 1er et le 31 mars 2020. Les principales causes de décès étaient les difficultés respiratoires, mais aussi l'aggravation de la fonction hépatique, conduisant à une maladie hépatique terminale. Aucun problème indésirable était lié à la thromboprophylaxie et à l'héparine administrée à 80% des patients, soit aux médicaments utilisés pour lutter contre le SARS-CoV-2. Pendant cette deuxième vague de l'infection, les médecins sont alors plus vigilants face à la vulnérabilité et à la fragilité des personnes porteurs d'une cirrhose. Si vous voulez une bonne nouvelle, le Fonds mondial est déterminé à éliminer le VIH, la tuberculose et le paludisme d'ici 2030. La 44e réunion du conseil d'administration du Fonds mondial a eu lieu cette semaine. Les discussions étaient sur l'organisation de la pandémie de Covid-19, l'élaboration de nouvelles stratégies et les progrès dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Le Fonds mondial est l'un des leaders de la riposte mondiale contre la pandémie. Il est le plus important investisseur pour mettre en place des systèmes résistants et pérennes pour la santé. Ces investissements financent des outils, des systèmes, des ressources humaines et des laboratoires. Aujourd'hui, ils servent pour lutter contre la Covid-19 dans de nombreux pays à faible revenu. Le conseil d'administration félicitait la contre-attaque efficace du Fonds mondial pour faire face au Covid-19, sans oublier le VIH, la tuberculose et le paludisme. Peter Sen, qui est le directeur exécutif du Fonds mondial, a dit qu'il est nécessaire d'accroître les financements, de renforcer les systèmes de santé et de se remettre sur la voie pour en finir avec les épidémies de VIH, de tuberculose et de paludisme d'ici 2030. Il a également annoncé que tant que la Covid-19 ne sera pas maîtrisée, nous ne réaliserons pas les progrès que nous souhaitons dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Le président du conseil d'administration, M. Donald K. Beruka, insistait sur la prochaine stratégie. Elle devra, selon lui, se focaliser sur l'accélération du mouvement pour permettre l'élimination des épidémies de VIH, de tuberculose et de paludisme d'ici 2030. Le conseil d'administration a par ailleurs approuvé les plans pour 2021 avec un budget en hausse. Dakar accueillait la 10e conférence Afravi la semaine dernière. Les questions abordées étaient la PrEP, l'IST, l'intérêt de l'approche communautaire dans la fin de l'épidémie de sida, les données sur le VIH et les hépatites virales, et du plaidoyer en faveur d'une autre politique des drogues, notamment sur le continent africain. À propos du VIH et des IST, l'infectiologue Dr Martin Siguier a parlé des bons résultats avec le cabotegravir par injection. L'ONU-SIDA a annoncé des résultats aussi positifs sur cette stratégie de prévention chez les femmes. Les injections seraient 89% plus efficaces dans la prévention contre le VIH par rapport à des comprimés oraux de prophylaxie pré-exposition pris quotidiennement. Il n'y a aussi aucune nouvelle concernant un éventuel vaccin préventif du VIH. Aucun essai serait concluant. Le professeur Charles Cazenave, travaillant au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Bordeaux, concernant l'hépatite C, rappelle l'importance de généraliser le test and treat, c'est-à-dire mettre sous traitement antiviral les personnes dépistées positives au VHC le plus tôt possible pour limiter les risques de transmission du virus. Concernant le VIH et la drogue, l'objectif de l'Afravi est de réduire les risques à propos des drogues, notamment en réformant des politiques et des lois allant vers la dépénalisation et la décriminalisation de l'usage de drogue. L'urgence est de mettre fin à la guerre à la drogue, selon eux,
pour mettre fin aux violations des droits fondamentaux des consommateurs de drogue et aux violences qu'ils subissent. Pour vous donner un exemple, en Suisse, la politique de réduction des risques mise en place depuis les années 90 démontre une baisse des décès liés à l'usage de drogue, une baisse des décès aussi liés au sida et une baisse des nouvelles contaminations au VIH. Mais la Suisse est confrontée à de nouveaux problèmes avec l'arrivée des nouveaux produits et usages associés. Pour autant, le pays ne semble pas vouloir renoncer aux droits humains. L'Afrique de l'Ouest, elle, prône comme la Suisse une meilleure prise en compte des droits humains à ce sujet. Pour le communautaire en Afrique, une conférence organisée par Coalition Plus avait le thème « Fin de l'épidémie de sida en Afrique de l'Ouest et du Centre. Comment le communautaire fera la différence ?» Cette conférence permettait de faire le point sur la réponse communautaire face à la crise sanitaire du VIH et de la Covid-19. Dès le début de l'épidémie, Coalition Plus a débloqué un fonds d'urgence de 1,4 million d'euros. Alors différentes associations se sont alliées à Coalition Plus pour revenir sur les points essentiels de l'adaptation de leurs services et de la stratégie adoptée face à la nouvelle pandémie pour apporter une aide aux populations marginalisées et maintenir les soins des personnes vivant avec le VIH. Ces associations communautaires sont mieux préparées pour la deuxième vague de Covid-19, mais redoutent un manque de prise en compte de la part des autorités. Toutes ont rappelé une chose, rien pour nous, sans nous, pour montrer que les acteurs communautaires sont indispensables pour lutter contre le VIH. Pour finir avec le VIH et les hépatites, en 2018, 37,9 millions de personnes vivaient avec le VIH et seulement 23,3 millions ont accès à un traitement anti-VIH. Des orateurs de la FRAVI rappellent que jusqu'au début des années 2000, environ 3 millions de personnes meurent par an et 2 millions de personnes sont décédées en 2018. Le principal échec thérapeutique se caractérise par une réplication virale du fait d'un traitement non efficace et insuffisamment pris. L'Organisation mondiale de la santé parle d'une réplication virale dès lors qu'une personne présente, par 2 mesures consécutives à 3 mois d'intervalle, une charge indétectable. Une mauvaise observance serait aussi la cause principale de l'échec thérapeutique. En 2015, le paludisme, le VIH et la tuberculose représentaient près de 3 millions de décès annuels. Sur la même période, les hépatites virales représentaient entre 1,3 et 1,4 millions de décès, soit autant que la tuberculose, dont environ 800 000 imputables à l'hépatite B et 400 000 attribuables aux conséquences de l'hépatite C. Pour conclure, le développement du dépistage et la surveillance pour éviter de nouvelles infections seraient indispensables. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission d'aujourd'hui de Vivre avec le VIH. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez raté une partie de l'émission, vous pouvez récupérer un podcast sur notre site internet comitédesfamilles.net. Aussi, vous pouvez retrouver des anciennes émissions, faire une recherche par sujet ou bien écrire sur notre forum, vous renseigner sur notre forum pour toute question liée à la pathologie, aux infections, au Covid, au VIH, à l'allaitement et à plein de sujets différents. Je vous laisse voir de vous-même. N'hésitez pas à nous contacter si besoin au comité des familles. On est là pour vous et toujours, même en cette période de pandémie où tout le monde est un peu isolé. Nous sommes là pour vous. N'hésitez pas. Prenez soin de vous et à très bientôt.